Essentiel Pharma Le Mag, votre rendez-vous sans ordonnance avec les meilleurs conseils en pharma-santé pour rendre votre quotidien plus fort. Bonjour à tous et bonjour Sophie. Bonjour Pierre. Et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de notre podcast où nous abordons les sujets de santé qui vous concernent au quotidien. Alors avant de débuter, si ce contenu vous plaît, vous connaissez la méthode maintenant, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer les notifications et de nous suivre sur l'ensemble des réseaux sociaux Essentiel Pharma pour ne rien louper. Aujourd'hui, vous allez découvrir le monde de l'infiniment petit et déconstruire tout ce que vous croyez savoir sur ces petits intrus invisibles, mais ô combien influents dans notre quotidien, que sont les bactéries et les virus. Pierre, c'est un plaisir de participer à ce podcast. Ah, les microbes, nos chers amis invisibles. Aujourd'hui, nous allons essayer de clarifier une question qui, bien qu'essentielle, est souvent source de confusion. Bactéries et virus sont tous deux des microbes. Mais ils n'ont rien à voir, ni dans leur structure, ni dans leur mode de traitement. Effectivement, Sophie, et aujourd'hui, vous allez être surpris. Parce qu'on entend de tout. Comme d'habitude, notre but est de vous aider à mieux comprendre ce qui se cache derrière ces mots. On est parti pour un tour d'horizon des microbes et un peu de science. Aujourd'hui, on va répondre à une question. Les bactéries et les virus sont-ils de simples microbes ? Alors Pierre, tu te lances dans la réponse ou je commence à secouer la boîte de pétri ? Ah, la fameuse boîte de pétri. Non, Sophie, pas encore. On va faire ça sérieusement. En effet, bien qu'on parle souvent de microbes pour désigner à la fois les bactéries et les virus, il existe des différences majeures. C'est vrai, oui. On peut les appeler microbes, car ce sont des organismes microscopiques. Cependant, ce terme recouvre des réalités bien différentes. Les bactéries, par exemple, sont des organismes unicellulaires vivants qui possèdent une structure cellulaire complète. En revanche, les virus ne sont pas considérés comme de vrais êtres vivants, car ils ne peuvent se multiplier que dans une cellule hôte. C'est un peu comme si les bactéries étaient des travailleurs autonomes et les virus des freelances. Et ces derniers ne peuvent pas bosser sans un client. Et ce n'est pas tout. On parle de 30 milliards de bactéries qui vivent dans notre microbiote intestinal, principalement bénéfiques à notre santé. En revanche, pour les virus, c'est une autre histoire. Comme vous l'avez vu avec la pandémie de Covid-19, un virus peut bouleverser la vie de millions de personnes en quelques mois. C'est exact. Les virus et les bactéries peuvent-ils provoquer les mêmes maladies ? C'est faux. En réalité, bien que bactéries et virus puissent provoquer des symptômes similaires, comme de la fièvre, de la toux ou de la fatigue, leurs impacts sont bien différents. Prenons l'exemple de l'angine. Dans 80% des cas, elle est d'origine virale et dans les 20% restants, elle est causée par des bactéries. Mais dans le premier cas, les antibiotiques n'ont aucun effet, tandis que dans le deuxième, ils sont nécessaires. Un exemple classique de confusion. Exactement. Et à ce sujet, la France est encore un mauvais élève en termes de consommation d'antibiotiques. Avec 30,3 doses prescrites pour 1000 habitants par jour, bien au-dessus de la moyenne européenne de 22,4 doses, il est donc crucial de faire la distinction entre bactéries et virus pour éviter cette surconsommation inutile. Pour en revenir à nos microbes, les bactéries et les virus ont-ils un impact similaire sur notre système immunitaire ? C'est faux, encore une fois. Leur impact est bien différent. Les bactéries ont tendance à se multiplier rapidement dans notre organisme et peuvent provoquer des infections localisées comme des cystites ou des infections cutanées. En réponse, notre système immunitaire produit des anticorps et des cellules spécialisées pour les attaquer. Mais les virus, eux, sont plus sournois. Ils pénètrent nos cellules, les utilisent pour se reproduire et échappent parfois à notre système de défense, provoquant des maladies comme la grippe ou le VIH. C'est un peu comme si les bactéries se battaient à la régulière alors que les virus préfèrent entrer en mode infiltration. Et pour ceux qui pensent que tout cela est anecdotique, sachez qu'en 2018, la grippe a causé environ 10 000 décès en France. Cela montre bien que même si on parle de microbes, les virus peuvent avoir des conséquences dramatiques sur notre santé. Une petite question maintenant. Tous les virus sont-ils aussi dangereux ? C'est également faux. On a tendance à associer virus à danger absolu, mais ce n'est pas toujours le cas. Certains virus, comme ceux de la rhinopharyngite ou de la gastro-entérite, sont bénins et disparaissent en quelques jours sans traitement. D'autres, comme le virus de l'herpès ou le papillomavirus humain, le HPV, peuvent être contrôlés grâce aux traitements antiviraux ou aux vaccins. C'est un peu comme dans le monde du cinéma. Certains sont des méchants de blockbuster et d'autres sont juste de bons vieux second rôles. Les bactéries et les virus peuvent-ils coexister dans notre corps ? C'est vrai, mais avec des nuances. En fait, les bactéries et les virus peuvent coexister dans notre organisme, parfois même au sein d'une même infection. Par exemple, lorsqu'une personne attrape la grippe, un virus,
Elle peut en plus développer une surinfection bactérienne comme une pneumonie. Voilà pourquoi il est crucial de ne pas se contenter de traiter les symptômes, mais d'aller au fond des choses avec un diagnostic précis. Sophie, le virus de la grippe reste le même chaque année, donc un vaccin suffit pour nous protéger à vie? C'est une idée reçue qui revient souvent. En réalité, le virus de la grippe est tout sauf stable. Il mute constamment. C'est pour ça qu'on ne peut pas se reposer sur un vaccin une bonne fois pour toutes. Chaque année, les souches du virus de la grippe changent légèrement et c'est ce qui explique qu'on ait besoin d'un nouveau vaccin chaque hiver. D'où l'importance de se faire vacciner chaque année, même si vous avez eu la grippe l'année dernière. Vous êtes une cible toute neuve chaque hiver. Et cela peut-il aussi se produire avec d'autres virus? Bonne question, Pierre. Et c'est une réponse importante à comprendre. La grippe n'est pas la seule à avoir ce type de mutation génétique rapide. D'autres virus, comme le VIH, le virus de l'hépatite C, ou même les coronavirus, présentent eux aussi des mutations fréquentes. Mais la grippe a cette capacité particulière à muter très rapidement, ce qui rend sa surveillance annuelle essentielle pour éviter des surprises. En résumé, mieux vaut rester prudent et ne pas oublier que la vaccination contre la grippe, c'est chaque année. Une idée reçue courante est que les antibiotiques peuvent tout soigner. Est-ce vrai? Eh bien non, c'est faux. Attends Sophie, soyons clairs, tu veux dire que mes antibiotiques préférés que je garde dans mon armoire à pharmacie ne servent à rien? Exactement, Pierre. Ce n'est pas parce que tu te sens très mal que les antibiotiques vont te sauver. C'est comme essayer de planter un clou avec une cuillère, complètement inadapté. Les antibiotiques ciblent exclusivement les bactéries. En revanche, ton organisme a besoin de temps et parfois d'un traitement spécifique, comme des antiviraux, pour se débarrasser des virus. D'accord, mais alors pourquoi est-ce si grave d'utiliser des antibiotiques pour rien? Si ça ne marche pas, ça ne fait pas de mal, non? En réalité, l'utilisation inappropriée des antibiotiques est un véritable fléau. Lorsqu'on les consomme à tort, cela exerce une pression sélective sur les bactéries, ce qui favorise l'émergence de souches résistantes. En France, on estime que près de 5500 décès par an sont liés à des infections causées par des bactéries résistantes aux antibiotiques. Cela signifie que certains traitements qui fonctionnaient auparavant deviennent inefficaces, nous laissant démunis face à certaines infections graves. C'est exactement ça. Si on ne change pas nos habitudes, on pourrait revenir à une époque pré-antibiotique où des infections aujourd'hui banales redeviendraient mortelles. Et c'est déjà le cas pour certaines infections dans les hôpitaux où les bactéries résistantes comme le staphylocoque doré posent des défis majeurs. Donc, si j'ai une angine, comment savoir si c'est viral ou bactérien ? Très bonne question Sophie. Pour ne pas se tromper, les pharmaciens et les médecins peuvent utiliser un test rapide d'orientation diagnostique ou TROD. En quelques minutes, ce test indique si l'angine est bactérienne. Si c'est le cas, un antibiotique peut être prescrit, sinon pas besoin d'antibiotiques. Mais est-ce que ça veut dire que les antibiotiques sont mauvais ? Ah non, Sophie, les antibiotiques sont une des plus grandes avancées médicales du XXe siècle. Ils ont sauvé des millions de vies depuis leur découverte, mais comme tout super-héros, ils doivent être utilisés avec précaution. Ils sont indispensables pour traiter des infections bactériennes graves, comme une septicémie, une pneumonie bactérienne ou encore certaines formes de méningite. L'enjeu, ce n'est pas de les bannir, mais de les utiliser à bon escient. D'accord, mais qu'est-ce que je peux faire en attendant pour éviter les microbes, qu'ils soient bactériens ou viraux ? Tout commence par une bonne hygiène, se laver les mains régulièrement, éviter de partager ses couverts, porter un masque quand on est malade, bref, adopter des gestes simples qui protègent aussi bien contre les bactéries et les virus. Et bien sûr, ne pas oublier les vaccins qui protègent efficacement contre des infections bactériennes comme celui contre le pneumocoque ou encore le vaccin contre la coqueluche. Ah, donc les vaccins, c'est un peu comme un coup d'avance sur les bactéries et certains virus. Exactement, c'est notre meilleur outil pour éviter d'avoir à sortir l'artillerie lourde. Et si tu veux un conseil d'expert, la meilleure médecine, c'est la prévention. On a souvent tendance à considérer les bactéries comme de mauvais microbes. Est-ce que c'est toujours le cas? Et oui, exactement Pierre. Les bactéries, c'est un peu comme les colocataires. La plupart sont sympas et rendent service, mais il y en a toujours une ou deux qui ne respectent pas les règles et causent des problèmes. Prenons le microbiote intestinal par exemple, avec ses 100 000 milliards de bactéries. Il fait bien plus que digérer ton petit déjeuner. Mais alors pourquoi est-ce que certaines deviennent de véritables poisons, comme celles qui causent des intoxications alimentaires ou des infections graves? C'est une question de contexte. Une bactérie peut être inoffensive dans certaines situations et devenir pathogène si elle se retrouve au mauvais endroit ou si le système immunitaire est affaibli. Par exemple, Escherichia coli, que l'on trouve naturellement dans nos intestins, est généralement inoffensive.
Mais certaines souches peuvent provoquer des infections graves. C'est comme si un membre de ta team défense intestinale se retournait contre toi. Donc si tout le monde reste à sa place, ça va, mais si une bactérie se rebelle, ça devient compliqué. Exactement, et c'est pour ça qu'une alimentation variée, riche en fibres, permet de nourrir les bonnes bactéries et de limiter la place laissée aux pathogènes. Les aliments fermentés, comme les yaourts, la choucroute ou le kéfir, apportent aussi des bactéries bénéfiques. Et surtout, évite les excès. Trop de sucre, trop d'alcool, et c'est la pagaille. D'accord, mais qu'en est-il des mauvaises bactéries qui ne sont pas dans notre corps, comme celles qui contaminent les aliments ou l'eau? Ah, celles-là, il faut les éliminer sans pitié. Certaines bactéries, comme la salmonelle ou la listeria, peuvent provoquer des intoxications alimentaires sévères. Rien qu'en France, on estime que plus de 200 000 cas d'intoxication alimentaire sont signalés chaque année, souvent à cause d'une mauvaise hygiène ou de produits mal conservés. Mais la bonne nouvelle, c'est que des gestes simples, comme bien cuire les aliments et se laver les mains avant de cuisiner, peuvent prévenir ces infections. Je vois. Mais alors, pourquoi est-ce qu'on associe encore autant les bactéries aux maladies? Est-ce juste une mauvaise réputation? Oui, en partie. Historiquement, certaines bactéries pathogènes ont marqué les esprits. Je pense à la tuberculose, qui reste responsable de près de 1,5 million de décès chaque année dans le monde. Ou encore à la peste noire, qui a décimé des millions de personnes au Moyen-Âge. Ces épisodes tragiques ont forgé une image négative des bactéries. Il faut nuancer. Les méchantes sont une minorité. Les gentilles font le gros du travail et méritent plus de reconnaissance. Mais dis-moi Sophie, est-ce qu'on peut vraiment vivre sans bactéries? Absolument pas. Sans bactéries, on ne serait qu'une coquille vide. Elles font partie intégrante de notre biologie. D'accord, j'admets que je leur dois beaucoup. Mais une dernière question, est-ce que je dois craindre les bactéries résistantes aux antibiotiques dont on parle tant? Bonne question, Pierre. Oui, les bactéries résistantes sont une véritable menace. On parle de bactéries multirésistantes, comme certaines souches de staphylocoque doré, qui ne répondent plus à la plupart des antibiotiques disponibles. Mais on continue à chercher de nouvelles stratégies, comme les bactériophages, ces virus qui infectent spécifiquement les bactéries. Ah, des virus qui s'attaquent aux bactéries, on dirait une guerre entre microbes, ça me plaît bien. Alors merci Sophie, tu as complètement changé ma vision des bactéries. Ce ne sont pas toutes des poisons après tout. Avec plaisir, Pierre. Rappelle-toi, la prochaine fois que tu dégustes un yaourt ou que tu digères ton repas, c'est grâce à ces héroïnes microscopiques. C'est un peu comme si mon corps était une colocation géante, non? Exactement. Et dans cette colocation, il y a une hiérarchie. Ton microbiote intestinal est le patron. Il joue un rôle clé dans la digestion, la synthèse des vitamines et même dans la régulation de ton humeur. Alors ces milliards de microbes, est-ce qu'ils restent bien sagement dans mon corps ou est-ce qu'ils peuvent se transmettre? Les microbes adorent voyager, surtout lors des interactions humaines. Par exemple, lors d'un baiser de 10 secondes, environ 80 millions de bactéries sont échangées entre deux personnes. Mais rassure-toi, dans la plupart des cas, ce sont des microbes inoffensifs ou même bénéfiques. 80 millions de bactéries pour un simple baiser? Sophie, je commence à voir les microbes sous un tout autre angle. Ne t'en fais pas, Pierre. Ces échanges renforcent même ton microbiote et peuvent booster ton système immunitaire. Alors ne sois pas parano, les microbes font partie de toi, au sens propre comme au figuré. Bon Sophie, si je résume tout ce qu'on a dit aujourd'hui, les bactéries ne sont pas toujours des méchantes, les virus ne se soignent pas avec des antibiotiques et mon corps est une colocation géante de microbes. Exactement, Pierre. Et rappelle-toi, tout dépend de l'équilibre, du contexte et des règles d'hygiène. Et surtout, prends soin de ton microbiote. Il te protège plus que tu ne l'imagines. Parfait, je me sens prêt à devenir un ambassadeur des microbes. Tant que tu continues à poser des questions et à te soucier de ton équilibre microbien, tu es déjà membre d'honneur. Et souvenez-vous, le savoir, c'est le meilleur des vaccins contre les idées reçues. À très vite. Merci Sophie pour cet éclairage précieux. Merci à vous de nous avoir suivis. Si vous avez des questions ou si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à en discuter avec votre pharmacien. Si cet épisode lui vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à nous suivre pour d'autres sujets santé. Essentiel Pharma, votre réflexe santé.